Bienvenue au module 4 de physique, la mécanique, la troisième partie du mouvement plan concernant le mouvement d'une charge électrique dans un champ magnétique uniforme. On va commencer d'abord par donner un aperçu sur la force de Lorentz ou bien la force magnétique. Chaque fois qu'une charge électrique Q qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique B uniforme, il subit une force magnétique appelée force de Lorentz. Elle est donnée par la relation F égale QV vectoriel B. Ce terme QV vectoriel B veut dire le produit vectoriel du vecteur QV par B. Avec Q, c'est la charge de la particule électrique, il est en coulomb. V, c'est la vitesse de la charge en mètres par seconde. Et B, c'est l'intensité ou bien la norme du champ magnétique. Il est exprimé en Tesla. Donc chaque fois qu'on a une charge électrique qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique B, il subit une force magnétique appelée force de Lorentz. On doit se rappeler de cette expression F égale QV vectoriel B. Maintenant, on va parler des caractéristiques de cette force, c'est-à-dire les caractéristiques de la force de Lorentz. D'abord, le point d'application, c'est la particule chargée, c'est pas la peine de le rappeler. Mais la direction de la force de Lorentz, il est toujours perpendiculaire au plan formé par le vecteur QV et le vecteur B. Si ce vecteur représente B, celui-ci QV, alors la force F elle est perpendiculaire à ce plan. Donc, elle est perpendiculaire à QV et perpendiculaire à B. Donc, chaque fois que la force est perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs, alors elle est aussi perpendiculaire à chacun de ces deux vecteurs. Pour le sens, on le détermine par une règle. C'est la règle des trois doigts de la main droite ou gauche, selon qu'on est droitier ou bien gaucher. Pour pouvoir donner le sens, F doit être soit dirigé vers le haut, soit vers le bas d'après le schéma précédent. Pour cela, on va adopter une convention pour les vecteurs entrants et les vecteurs sortants. C'est-à-dire, le vecteur entrant, si on prend la page du cahier, c'est le vecteur qui va vers le bas, c'est le vecteur entrant, et le vecteur sortant, c'est le vecteur qui sort de la page vers le haut. Pour cela, on va prendre ce schéma. Je prends l'axe des Z, il est vertical, l'axe des Y, il est horizontal, l'axe des X, il est entrant, c'est-à-dire il est vers l'arrière. Cette représentation, il est en perspective, ça c'est en 3D. On peut remplacer ce vecteur entrant par ce symbole. Donc je mettrai le vecteur X, il est entrant. Chaque fois qu'on voit une croix, ça veut dire qu'on a un vecteur entrant. Donc on va le symboliser comme ça. Chaque vecteur entrant, il est symbolisé par un cercle où il y a à l'intérieur une croix. Le vecteur sortant, par exemple, si je prends le même repère, Z, Y, mais cette fois-ci je prends X vers l'avant. Donc je peux remplacer ce vecteur X vers l'avant par un cercle au milieu duquel il y a un point. Donc ceci c'est la représentation d'un vecteur en avant. C'est celui-là. Donc n'oublions pas ces conventions pour le vecteur entrant et le vecteur sortant. Pour la norme de la force, c'est la valeur absolue de Q fois la valeur de B fois la valeur de V fois la valeur absolue du sinus V et B. On se contente cette année du cas particulier où le vecteur vitesse et le vecteur B sont perpendiculaires. Et ceci veut dire que l'intensité de la force s'écrit valeur absolue de Q fois V fois B. C'est-à-dire on élimine le sinus, il est égal à 1. Donc maintenant, donnons la méthode qu'on va utiliser pour les trois doigts de la main droite ou gauche. Prenons d'abord la main gauche. Les trois doigts, le pouce, l'index et le majeur doivent être perpendiculaires. C'est-à-dire que le pouce et l'index sont perpendiculaires, l'index et le majeur sont perpendiculaires, et en fin de compte, l'index et le pouce aussi sont perpendiculaires.
On va pour la main gauche orienter toujours le pouce dans le sens de B. C'est-à-dire que le pouce doit indiquer le sens de la flèche du vecteur B. On se rappellera du mot bien. Donc le pouce veut dire bien. Et bien commence par B, c'est le vecteur champ magnétique. L'index est orienté dans le sens du produit QV. N'oubliez pas que CQ est positive. L'index a le même sens que la vitesse. Mais CQ est négative, l'index aura le sens opposé de V. Donc, le pouce va indiquer B, c'est bien. L'index va indiquer le sens du QV, c'est voir, bien voir. Après, le majeur va indiquer le sens de la force. Donc, on va dire bien voir la force. Pour la règle de la main droite, les trois doigts doivent être toujours perpendiculaires entre eux. On va échanger le rôle de l'index et le pouce de la main gauche à la main droite. C'est-à-dire ici, le pouce va indiquer QV et l'index va indiquer le sens de B. Donc, le pouce a soit le sens de V, c'est Q positive, ou bien le sens opposé, c'est Q négative. C'est voir. L'index indique le sens de B, c'est bien, voir bien, et le majeur va indiquer le sens de la force. On va donner quelques exemples pour la détermination d'un vecteur manquant, c'est-à-dire soit le vecteur B, soit le vecteur F, dans les cas suivants. On va prendre 4 cas. On commence par le premier cas. On a une charge négative, on a le sens de V, on a le sens de B qui est un vecteur entrant. Alors je vous laisse 5 à 10 secondes pour déterminer le sens de F. Si vous utilisez la main droite, le pouce doit avoir le sens inverse de V, puisque Q est négative. L'index, il doit avoir le sens de B, c'est un vecteur entrant. Et le majeur va indiquer la force. Si on utilise la main gauche, le pouce va indiquer le sens de B, l'index le sens inverse de V, et la force est indiquée par F. La réponse est la suivante. La force est dirigée vers le bas à droite. Prenons un deuxième exemple, petit b. On a cette fois-ci une charge Q positive. La vitesse est vers le bas. Le B est un vecteur sortant. On veut chercher la force F. Je vous laisse quelques secondes pour déterminer le sens de F. Cette fois-ci, pour la main droite, le pouce a le même sens que V. Pour la main gauche, l'index a le même sens que V puisque Q est positive. La réponse est la suivante. La force est dirigée vers le bas à gauche. Prenons le cas B. Toujours la charge est positive. V est vers le haut. F est vers la droite. On cherche B. La réponse est la suivante. Le vecteur B est un vecteur sortant. Prenons le dernier cas E. On a cette fois-ci une charge négative. La force est vers le haut. V est vers la droite. Et on cherche le sens de B. La réponse est la suivante. B est un vecteur sortant. Au cours des exercices, on va encore déterminer soit le sens de B, soit le sens de F. On connaît toujours le sens de V. Passons maintenant à la nature du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Il faut noter que dans le cas d'une particule chargée dans un champ magnétique ou bien un champ électrique, on néglige le poids devant la force magnétique ou bien devant la force électrique.
Donc il est possible dans ce cas de négliger l'effet du poids de la particule chargée devant la force magnétique. On va poser les conditions initiales de ce problème. On va considérer le mouvement d'une particule chargée, que je vais prendre une particule positive, comme un proton par exemple, qui pénètre en un point O une région d'espace où règne un champ magnétique B uniforme, et cette particule a une vitesse initiale V0 horizontale. Comme l'indique le schéma suivant, on a une particule qui pénètre en haut dans un champ magnétique B qui est représenté par un vecteur sortant avec une vitesse initiale V0 horizontale. On va commencer d'abord par la nature du mouvement de cette particule dans ce champ magnétique. On va faire le bilan des forces exercées sur la particule, qui n'est autre que la force magnétique, c'est la force de Lorentz, et on va lui appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est-à-dire, on va écrire la somme des forces extérieures égale à ma. Je reprends le schéma de la situation étudiée. La particule qui entre avec une vitesse initiale V0 dans un champ magnétique B en un point O. On peut nous demander de déterminer le sens de la force F. La particule entre en haut avec une vitesse initiale V0 dans un champ magnétique B uniforme. On peut déterminer le sens de la force F. N'oublions pas que la charge étudiée elle est positive. Donc, pour la main droite, le pouce a le même sens que V. Pour la main gauche, l'index a le même sens que V. On va déduire que la force est dirigée vers le bas. Donc, cette force magnétique F, elle est égale à ma. Donc, F égale à ma, et je remplace F par QV vectoriel B qui est égal à ma. J'en déduis l'accélération qui est égale à Q sur M V vectoriel B. Dans cette partie, je vais utiliser les propriétés du produit vectoriel. L'une des propriétés et la plus importante à utiliser, c'est que le vecteur qui est égal au produit vectoriel de deux autres vecteurs, il est perpendiculaire à chacun d'eux. Ça veut dire, je peux dire que d'après les propriétés du produit vectoriel, A est perpendiculaire à V. Et même A est perpendiculaire à B. Dire que A est perpendiculaire à V veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. AT est nulle. Parce que CA est perpendiculaire à V, alors est perpendiculaire au vecteur tangentiel. Donc la projection de A sur le vecteur tangentiel, CAT, elle est nulle. Et alors, A n'est autre que A normal. Donc ces deux propriétés, ou bien ces deux résultats, vont nous conduire à déterminer la nature du mouvement. Commençons d'abord par AT égale à 0, veut dire que la dérivée de la vitesse est nulle, donc la vitesse est une constante. Donc au cours du mouvement de la particule chargée dans le champ magnétique, la valeur de la vitesse ne va pas changer. Je peux donc déduire que le mouvement il est uniforme. Donc d'après AT égale à 0, le mouvement est uniforme. Maintenant, exploitons A égale A normal. Ça veut dire que le module de A est égal au module de A normal. Le A égale A normal veut dire la valeur absolue du Q sur MV fois B est égal à A normal qui est V0 au carré sur R. Je peux enlever la valeur absolue dans mon cas puisque la charge Q elle est positive. Sinon, dans le cas où la charge est négative, on prend valeur absolue du Q. J'en déduis de cette relation que R est égal à M V0 sur QB. La masse est une constante, la charge est une constante, B est uniforme, il a une valeur constante, donc le rayon de courbure est une constante. En mathématiques, la courbe qui a un rayon de courbure constant n'est autre qu'un cercle. Donc je peux dire que la trajectoire est circulaire de rayon MV0 sur QB. En rassemblant les deux conclusions, je peux déduire que le mouvement de la particule dans le champ magnétique est circulaire uniforme. Donc dans la région où il y a un champ magnétique, la particule a une trajectoire circulaire.
En chaque point de la trajectoire, je peux tracer la vitesse qui est tangente à la trajectoire. La valeur de cette vitesse est la même que la valeur de V0. Pour déterminer la force F, il est perpendiculaire à V, il est dirigé vers le centre. Le prolongement de F à l'entrée et en ce point vont se croiser en I, qui est le centre de la trajectoire. Donc I, c'est le centre de ce cercle. Donc cette distance, ou bien cette distance, c'est le rayon du cercle, ou bien le rayon de la trajectoire. Déterminer la nature du mouvement est facile dans le cas du champ magnétique en exploitant les propriétés des produits vectoriels. A perpendiculaire à V veut dire que A tangentiel égale à 0, donc A égale à A normal. A tangentiel conduit à un mouvement uniforme et A égale A normal conduit à une trajectoire circulaire. Donc la conclusion générale, le mouvement de la particule chargée, il est circulaire uniforme. On peut maintenant nous demander de calculer de combien a dévié la particule à cause du champ magnétique. C'est ce qu'on appelle la déflexion magnétique, par comparaison à la déflexion électrostatique vue dans le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Donc on va donner d'abord qu'est-ce que c'est que la déflexion magnétique. On appelle la déflexion magnétique la modification de la direction d'un faisceau de particules chargées par action d'un champ magnétique, c'est-à-dire la déviation que subit la particule à cause du champ magnétique s'appelle la déflexion magnétique. Voyons ça sur un schéma. Le schéma précédent est le suivant. On a une région de l'espace de largeur L, cette région en bleu, où règne un champ magnétique uniforme. La particule chargée entre en haut avec une vitesse initiale horizontale. Il effectue un mouvement circulaire uniforme à l'intérieur de cette région. Puisque la région n'est pas assez grande, il ne fait pas un cercle, mais une portion de cercle. À la sortie du champ magnétique, il a une vitesse V qui a la même valeur que V0, mais pas la même direction. C'est-à-dire, l'angle entre la direction de la vitesse initiale et la vitesse de sortie, c'est alpha. On trouve cet angle alpha aussi au centre ici. D'après les propriétés géométriques, ces deux angles sont deux angles à deux côtés perpendiculaires, donc ils sont isométriques. Donc à la sortie du champ magnétique, il n'y a plus d'effet de la force magnétique. Vu que les vitesses sont grandes et les distances parcourues sont petites, l'influence du poids reste négligeable. Donc la particule dans cette partie se comporte comme une particule pseudo-isolée, c'est-à-dire comme si la somme des forces extérieures égale à 0. Donc il aura un mouvement rectiligne uniforme. À la sortie du champ magnétique, et en absence de tout autre champ, le mouvement de la particule devient rectiligne uniforme. À la sortie ici, il vient frapper un écran en un point P. S'il n'y avait pas ce champ magnétique, la particule va continuer, il va frapper l'écran en O'. À cause du champ magnétique, il est dévié et il a frappé l'écran en un point P. On appellera cette distance O'P la déflexion magnétique. Donc, les particules viennent frapper en un point P d'un écran fluorescent. On note dm, la déflexion magnétique, c'est-à-dire cette distance dm. Notre objectif maintenant, c'est de déterminer la valeur de dm. On va utiliser le triangle rectangle JO'P. Dans ce triangle, je peux dire que la tangente alpha elle est égale à dm sur cette distance grand L. D'autre part, dans le triangle ISH ici, je peux écrire que sinus alpha est égal à cette partie L divisée par R. Dans le cas où alpha est petite, on peut faire l'approximation que sinus alpha a la même valeur que tangente alpha égale à alpha en radian. Donc je peux écrire L sur R égale à dm sur L. Et je peux en déduire que la déflexion magnétique, c'est petit l fois grand L sur R. En rappelant l'expression de R, c'est mv0 sous qb.
j'en déduis que Tm s'écrit petit l grand L valeur absolue QB sur 1V0. Donc ceci c'est l'expression de la déflexion magnétique, c'est-à-dire la déviation subie par la particule chargée à cause du champ magnétique. Ce type de déviation, il est utilisé dans les appareils de télévision ou bien les accélérateurs de particules. Puisque le mouvement est circulaire uniforme, il possède ce qu'on appelle une période, c'est-à-dire le temps pour faire un tour. Cette période, c'est 2π sur oméga, et en remplaçant oméga par V sur R, on trouve cette expression. On va remplacer le rayon de la trajectoire par son expression, c'est-à-dire mv0 sur qb. On trouve que t égale à 2π m sur qb. On constate que cette période ne dépend pas de la vitesse. C'est-à-dire si j'ai deux particules, par exemple deux protons, qui ont des vitesses différentes, ils vont faire un tour pendant le même temps. Ce qui va changer, c'est le rayon de la trajectoire de chacun. Donc on dit ici que l'expression de la période montre qu'elle est indépendante du rayon R et de la vitesse V. Donc il est indépendant du rayon et indépendant de la vitesse V. On va passer maintenant aux applications du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. La première application, c'est spectrographe de masse. Alors, le spectrographe de masse sert à séparer les isotopes d'un même élément. C'est-à-dire, c'est un appareil qui est utilisé pour séparer les isotopes d'un élément. Il est formé de trois chambres. On va donner le schéma de ce spectrographe. La première chambre, c'est la chambre d'ionisation, c'est cette partie-là. Dans cette partie, on y produit des ions de même charge. On introduit des atomes et on leur enlève ou bien on leur ajoute des électrons. Ça, ils deviennent soit des ions positifs, soit des ions négatifs. Donc cette première chambre, c'est la chambre d'ionisation. Puis il y a la deuxième chambre, c'est ce qu'on appelle la chambre d'accélération. Lorsque par exemple ces ions positifs sortent de la chambre d'ionisation, ils sortent avec une vitesse pratiquement négligeable. Ils sont accélérés par un champ électrique entre les deux plaques, et ceci en appliquant une tension U. Les élèves de sciences expérimentales ne sont pas concernés par la chambre d'accélération, et les élèves de sciences maths sont concernés par cette chambre, parce qu'on peut leur demander avec quelle vitesse ils vont arriver en haut. Donc la chambre d'accélération, les ions pénètrent dans cette chambre avec une vitesse négligeable à partir de là. Ils sont accélérés par la tension U, c'est-à-dire par un champ électrostatique ici, pour atteindre le point haut avec cette vitesse 2QU sur M. Une fois atteint le point haut, ils vont entrer dans la troisième chambre qui s'appelle chambre de déviation, où il y a un champ magnétique. Dans cette chambre-là, ils vont effectuer un mouvement circulaire uniforme. Et puisque le mouvement circulaire est uniforme, le rayon R dépend de la masse de l'isotope. Donc la chambre de déviation, les ions sont déviés par B et ont pour trajectoire des demi-cercles. Il y a autant de demi-cercles qu'isotopes dans l'échantillon. Et ces rayons-là, de ces cercles, dépendent de la masse. Plus la masse est grande, plus le rayon est grand. Donc l'isotope le plus lourd aura le rayon le plus grand, l'isotope le plus léger aura le rayon le plus petit. Connaissant la position des isotopes, on peut déterminer le rayon de chacun, et connaissant la charge Q de l'isotope, on détermine la masse de la particule. Ceci, c'est le spectrographe de masse. Il y a une deuxième application, c'est le cyclotron. Le cyclotron est un accélérateur de particules, c'est-à-dire un appareil qui sert à accélérer les particules chargées. Il comporte deux électrodes en forme de demi-cylindres creux. Ces deux demi-cylindres creux sont appelés des dés en anglais ou bien dés en français, en raison de leur forme de la lettre D. Les deux dés baignent dans un champ magnétique uniforme. Ça veut dire que les deux dés seulement sont dans un champ magnétique uniforme et entre les deux dés, il y a une tension alternative. Le schéma est le suivant. On a deux dés.
Le premier là en gris, la partie supérieure, et le deuxième en bas, la partie inférieure. Entre les deux dés, il y a une tension alternative. Alors bien entendu, au centre ici, en haut, il y a une source qui injecte les particules chargées, soit des protons, soit des deutérons, soit des particules alpha ou autre chose. Ces particules, lorsqu'elles sont en haut, elles sont accélérées vers le dé supérieur. Ils vont entrer dans ce dé avec une vitesse VA1 en A1. Donc ces particules sont accélérées vers le dé supérieur où ils arrivent en A1 avec une vitesse VA1. Ils décrivent ensuite ici un demi-cercle à cause du champ magnétique. Donc ils vont décrire un mouvement circulaire uniforme. La trajectoire est un demi-cercle. Au point P1, la particule va sortir du dé supérieur. Cette tension change de signe et les particules sont accélérées vers le dé inférieur. Donc ils vont entrer en C avec une vitesse VC1 supérieure à la vitesse VA1. Ils vont décrire aussi un demi supérieur au précédent. Donc au moment précis où ils s'apprêtent à sortir du point B1, la tension appliquée entre les deux dés a changé de signe. Les particules sont accélérées vers le dé inférieur entre B1 et C. Sa nouvelle vitesse est VC1 supérieure à V1. Dans le dé inférieur, les dés décrivent un demi-cercle de rayon supérieur au précédent. Et l'opération se répète jusqu'à atteindre la vitesse voulue. À ce moment-là, les particules sortent du cyclotron avec la vitesse voulue. Donc le cyclotron, c'est un accélérateur de particules chargées. C'est la fin de la troisième partie du mouvement plan. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.